Messieurs, dames, Tangue Koki. Merci, Binovance Mozo, dans de partout. Vous nous suivez depuis l'Europe. Vous êtes aux États-Unis. Vous souhaitez voir souvent Maître Jean-Claude Katende sur notre plateau. Ça nous fait énormément du bien. Il est là encore aujourd'hui. Espace de 2-3 jours, on les retrouve encore. Nous sommes venus les voir. L'autre fois, il nous a fait plaisir de nous voir également sur nos installations. Chers compatriotes, sachez très bien que le président de la République a dénoncé des choses très graves au niveau de l'armée, au niveau du Sénat, au niveau presque de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. On essaye d'en parler, d'entrer en profondeur avec l'Azado, puisque là, l'Azado a des informations que tout le monde parfois n'a pas. Mais aujourd'hui, Maître Jean-Claude va essayer de nous donner des informations que vous allez apprécier avec de plus amples détails. Au-delà de ça, nous allons parler aussi d'autres questions d'actualité. Je reçois Maître Jean-Claude Katende, qui est le président de cette institution, non, de cette structure, d'appui bien sûr aussi à la démocratie en quelque sorte. Pourquoi? Puisque l'Azado fait un grand travail dans tous les domaines de la vie de l'État dans notre pays. Membres du gouvernement ainsi que des mandataires publics au sein des entreprises du portefeuille de l'État, des services et établissements publics, que lors de la 8e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le 18 juin, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a, sur fond des conclusions de l'Inspection générale des finances, IGF, dénonçant de graves constats de mauvaise gestion au sein de certaines entreprises, des établissements et services publics, instruit les ministres sectoriels concernés à prendre des mesures conservatoires nécessaires en vue de mettre hors d'état de nuire les auteurs de cette mauvaise gouvernance. Dans le souci d'éviter tout malentendu à l'exécution de cette instruction hiérarchique lors de la prise des mesures conservatoires précitées et de parer à tout dérapage attentatoire aux acquis de l'état de droit sur instruction de la haute hiérarchie. Le cabinet du président de la République tient à préciser que l'édiction des dites mesures se fera suivant un cadre opérationnel qui sera défini par le cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en concertation avec le cabinet de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dans l'observance des dispositions légales et réglementaires en vigueur, en l'espèce la loi numéro 08010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, la loi numéro 08009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, le décret numéro 13055 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État et le décret numéro 13056 du 13 décembre 2013 portant statut des mandataires publics dans les établissements publics selon le cas. Tout ce qui précède relève de la volonté du chef de l'État d'assurer une meilleure coordination de la mise en œuvre de cette instruction et de préserver la continuité des services publics, d'une part, et la paix sociale au sein des entreprises et établissements publics concernés, d'autre part. Les ministres sectoriels concernés par ces mesures conservatoires seront incessamment tenus informés de ce cadre opérationnel pour exécution. Fait à Kinshasa le 20 juin 2021, Guilain Nyembo-Mbouizia, directeur de cabinet. Maître Jean-Claude, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Voilà, le président de la République a tenu un point de presse. Là, il était dans l'est du pays.
il a dénoncé une sorte de mafia au niveau de l'armée. Vous êtes surpris? Je dois dire que personnellement, je ne suis pas surpris. Je pense que le président de la République, depuis qu'il est au pouvoir, a pris le temps de silence pour voir si sa présence à la tête du pays allait amener certains Congolais qui sont dans les institutions, dans l'armée, dans la police, à comprendre que c'est un nouveau pouvoir, un nouveau vent qui arrive, et cela pouvait les conduire, n'est-ce pas, à changer de comportement. Mais fort malheureusement, lui-même, il a constaté que si la nation n'avance pas, c'est à cause de la corruption, c'est à cause de la magouille qui se trouve en fait dans toutes les institutions de la République. Et nous avons apprécié ce discours du président de la République et nous disons qu'il ne faut pas seulement s'arrêter au discours, il faut que lui-même soit un exemple en matière de lutte contre la corruption, en matière de gestion saine des finances publiques, parce que ce n'est pas l'argent qui lui appartient, c'est l'argent qui appartient au peuple congolais. Et le président de la République, c'est un mandataire qui doit bien gérer. Et par sa façon de gérer, il va pouvoir aussi impacter les autres. En même temps, il doit pouvoir prendre des actes. Dénoncer, c'est une bonne chose, mais il faut qu'il prenne des décisions qui permettent à ce qu'on assainisse l'armée, qu'on assainisse la police, qu'on assainisse les entreprises de l'État, comme la mesure qui avait été prise à la dernière réunion des ministres, au dernier Conseil des ministres, où le président a demandé à ce qu'on suspende, que les ministères au niveau sectoriel, les ministres au niveau sectoriel puissent, n'est-ce pas, suspendre certains mandataires de l'État cités dans les rapports de l'IGF. Je pense que c'est vraiment une bonne chose, mais nous voulons vraiment des actes à ce niveau et au niveau des autres institutions pour qu'on sente vraiment que le pays pose des bases utiles pour l'avenir. Des bases utiles pour l'avenir. Est-ce que vous êtes au courant du moins de certaines pratiques de mafia au sein de l'armée? Vous savez que l'Azado a toujours dénoncé l'affairisme, n'est-ce pas, de certains responsables de l'armée, particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. C'est Goma, Bukavu, Bunia, tous ces coins là-bas. Il y a beaucoup de responsables de l'armée qui s'adonnent à l'exploitation illégale des ressources naturelles, à l'exploitation du coltan, à l'exploitation du bois, du café, de l'or, parce qu'il faut dire que ces coins-là, ce sont des coins très riches où il y a aussi l'informel qui règne. Et pour être dans l'armée, avoir une position d'influence et rester intègre, je pense que c'est un combat difficile. Il y a ces questions-là, mais il y a aussi la question qui concerne la vente de denrées alimentaires qui sont envoyées à l'armée. Il y a certaines choses, certains denrées qu'on envoie aux militaires, mais qu'on retrouve sur les marchés publics. Donc, ça constitue un problème. Il y a les trafics d'armes qui constituent aussi un problème. Et tout ça, c'est au sein de notre armée. Nous le savions depuis longtemps. Le président de la République, nous croyons qu'il le savait aussi depuis qu'il était dans l'opposition. Il a laissé, comme je le disais, le temps d'observer si les gens allaient changer, mais il se rend de plus en plus compte que les efforts qu'il fait pour, n'est-ce pas, pousser le pays à aller de l'avant sont contraints par toute cette mafia qui est au niveau de l'administration nationale, au niveau de l'armée, au niveau de la police. En fait, si vous êtes en contact avec l'administration, qu'elle soit de la police, de l'armée, de la justice, vous vous rendez compte que notre nation est totalement pourrie. Il faut un coup de massue, il faut des gens incorruptibles, parce que la lutte contre la corruption, c'est d'abord une question morale.
si tu es corrompu, si tu es corrupteur, il est difficile que tu mènes la lutte contre la corruption parce que la communauté ne va pas te reconnaître moralement ce rôle-là de pouvoir impulser la lutte contre la corruption. C'est pour ça que les gens qui entourent les présidents de la République et qui doivent en fait s'engager dans ce combat pour la transparence, pour la lutte contre la corruption, doivent être des gens d'une haute moralité. Sinon, si vous-même vous êtes impliqué dans des faits de corruption, dans les actes de détournement, et vous passez à la télé, vous faites des grands discours pour demander aux autres de le respecter, ceux qui vous corrompent ou ceux que vous corrompez savent que c'est un discours qui n'a pas d'effet parce que vous-même, vous n'êtes pas un modèle. Vous-même, vous n'êtes pas un modèle, mais certaines langues disent aujourd'hui que le président Félix Tshisekedi est allé au-delà de la ligne rouge. Le fait pour lui de dénoncer la mafia au sein de l'armée, ça risque de tourner mal contre lui. Je pense que quand on veut vraiment changer un pays comme le nôtre, un pays qui s'est engouffré dans la corruption depuis des années, un pays où il existe des réseaux nationaux et internationaux qui vivent de la corruption, il faut être prêt à risquer sa vie. Être prêt à risquer sa vie. Et je pense que le président de la République, dans son souci de bien faire et les obstacles qu'il rencontre, il ne peut que franchir cette ligne qu'on qualifie de rouge. Mais moi, je ne sais pas la ligne rouge qui la qualifie, qui la détermine, parce que pour nous, la ligne rouge a été franchie depuis bien longtemps, parce que la ligne rouge, c'est priver le peuple congolais des moyens de son existence. On ne peut pas accepter un seul instant qu'on soit assis sur les minéraux, sur des richesses immenses, et qu'on ne soit pas à mesure de donner de l'eau potable aux populations, et qu'on ne soit pas à mesure de donner des soins de santé à la population, et qu'on ne soit pas à mesure de répondre aux besoins alimentaires de la population. J'étais il y a quelques jours avec un papa qui nous disait, en République démocratique du Congo, nous nous battons même pour trouver de l'eau potable. Vous vous rendez compte? L'eau potable, c'est l'élémentaire qu'un être humain doit avoir. La nourriture, c'est l'élémentaire qu'un être humain doit avoir. Si nous sommes encore à ce niveau où nous nous réveillons le matin, nous nous battons pour trouver à manger, et des fois vous vous battez, vous rentrez à la maison, vous n'avez rien. Dans un pays aussi riche, ça ne peut que bouleverser les gens, et je pense que ce que le président de la République ferait de mieux, c'est que lui-même, qu'il soit un exemple dans cette matière de lutte contre la corruption, ce qu'il ferait de mieux, c'est que lui-même puisse mobiliser la population contre toutes ces personnes corrompues, contre ces réseaux qui veulent maintenir notre pays dans un système de corruption. La population contre ces réseaux mafieux, vous ne voyez pas que vous faites allusion là à la justice populaire qui risquerait de nous amener dans des troubles et guerre civile, vous ne voyez pas ça? Non, mais vous savez que moi... Ces gens-là sont armés. Non, je suis très attaché à la démocratie. Je suis très attaché à l'état de droit. Ouais. Quand je parle de mobiliser la population, c'est de faire prendre la conscience à la population que la corruption, ce n'est pas une bonne chose. Et que la lutte contre la corruption ne peut réussir que si la population participe. Ce n'est pas dans le sens de régler des comptes aux gens, ce n'est pas dans le sens de recourir à la justice privée, mais c'est dans le sens de dénoncer, n'est-ce pas, tout acte de corruption. Il faut que nous puissions arriver à un point où celui qui te corrompt doit savoir qu'après qu'il ait tenté de te corrompre, tu vas le dénoncer. En fait, nous-mêmes, nous devons devenir des gardiens de notre propre pays, de nos propres richesses. Ça veut dire que M. Stéphane tente de me corrompre, il sait que je vais le dénoncer. S'il n'y a pas de secret pour un corrompu et pour un corrupteur, cela va pousser, n'est-ce pas, tout le monde à ne pas recourir à la corruption.
Et il faut qu'on éduque les gens, qu'on commence cette éducation à partir, n'est-ce pas, de l'école gardienne, qu'on apprenne à nos enfants que la corruption est une mauvaise chose. Il faut aussi qu'au niveau de la RTNC, de la radio et télévision nationale congolaise, qu'il y ait des émissions dans ce sens et que la sanction au niveau administratif comme au niveau judiciaire puisse s'en suivre. Ça, c'est extrêmement important. Maître Jean-Claude, comment lutter à une mafia au sein de l'armée aussi longtemps que nous connaissons la manière avec laquelle cette armée a été mise en place? Certains mafieux qui étaient dans des groupes armés, dans des rébellions, sont déjà habitués à faire les commerces de minerais. Aujourd'hui, ils sont dans l'armée, ils ont des fonctions, ils dirigent des troupes sur terrain. Pensez-vous que tous ces gens-là se sont déjà convertis et devenus loyalistes? C'est ça aussi un problème. Je pense que quand on s'engage à aller dans l'armée, comme dans la police, on doit être sûr que ce sont des institutions qui sont réglementées par les lois. Très bien. Vous ne pouvez pas être militaire, être policier et chercher à vous conduire contrairement aux lois de la République. Nous savons tous que les militaires et les policiers ne peuvent pas faire le commerce. Voyez-vous, ne peuvent pas faire le commerce, ne peuvent pas participer à l'exploitation illégale des ressources naturelles, ne peuvent pas détourner les salaires des autres militaires. Donc, si dans l'armée, il y a des individus qui s'adonnent à de telles activités, c'est qu'elles sont dans une phase où nous dirons tout simplement qu'ils ont franchi la ligne rouge. La ligne rouge, c'est qu'ils font autre chose que ce que le militaire doit faire, que ce qu'un policier doit faire, et en ce moment-là, on doit pouvoir le sanctionner. Et je continue pour dire que le président Félix a déjà fait beaucoup d'efforts pour mettre hors tout état de nuire certaines personnes qu'on croyait être fortes dans l'armée, qu'on ne pouvait jamais les limoger. Nous rappelons le cas de John Numbi, qu'on croyait que sans lui, l'armée va entrer en mutinerie, la police va se révéler, mais aujourd'hui, il n'est pas là, le pays continue. Mais le mafieux d'hier qui était dans la rébellion, habitués à faire les commerces de minerais, aujourd'hui sont dans l'armée. Pensez-vous qu'ils vont cesser avec leur pratique? Non, mais c'est ce que je dis. Vous ne pouvez pas être dans l'armée et vous conduire autrement. Et toute personne qui se conduit autrement dans l'armée, qui ne respecte pas les lois de l'armée, les lois du pays, on doit tout simplement l'arrêter, les mettre devant la justice. Bosco Taganda est parti à la CPI. S'il y a d'autres contre lesquels des actes de violation de loi sont notés, je pense que le président de la République doit faire la même chose. Mais je voudrais insister sur le fait que ce combat pour le redressement du Congo, ce n'est pas seulement un combat du président de la République, ça doit être un combat de nous tous, parce que c'est notre avenir, l'avenir de nos enfants, en fait, qui en dépend. Donc, je ne peux pas aujourd'hui dormir chez moi tranquillement, prendre mon petit café dans mon salon tranquillement, sans me préoccuper de ce qui se passe dans le pays. C'est pour ça que nous disons que toute question qui intéresse la nation, toute question qui mettrait notre pays en danger, l'Azado va toujours s'y intéresser, quel que soit le risque que cela pourrait engendrer. Parce que si nous ne faisons rien aujourd'hui, nos enfants vont être esclaves dans notre propre pays. La reconstitution de l'armée d'une autre manière est-elle possible aujourd'hui? Recruter les jeunes, les former avec un sens de patriotisme élevé, vous voyez, ça peut aussi être une réponse à ces fléaux. Je pense qu'il n'y a rien de facile quand on est président de la République. Parce que vous allez prendre telle décision, il y en aura qui seront contre, il y en aura qui seront pour. Mais vous-même, vous devez être convaincu que l'action que vous posez, c'est dans l'intérêt de la majorité des Congolais. Dans votre âme et conscience, vous devez être sûr que les actes que vous posez, c'est dans l'intérêt de la communauté. N'est-ce pas? Et maintenant, si telle est la conception de la chose, il est extrêmement important
qu'on puisse avoir une stratégie. La stratégie ne sera pas facile à mettre en place parce que, par exemple, pour envoyer certains militaires à la retraite, il faut les payer. Très bien. Il faut payer leur mise à la retraite. Ça demande extrêmement de l'argent. Mais je pense aussi que petit à petit, le président de la République est en train d'échanger certains militaires des positions qu'ils occupent à travers le pays. Et je crois que petit à petit, on peut aussi recruter certains jeunes qu'on pourrait former pour que la machine tourne. Il faut que soit ceux qui sont dans l'armée changent des mentalités ou alors on les fout dehors. Parce qu'on ne peut pas avoir une armée où nous avons la majorité des chefs qui s'adonnent à l'exploitation de l'or, du coltan, du café, du bois, au lieu de s'occuper, n'est-ce pas, de la protection du pays et de la protection de la communauté. Et certains d'entre eux sont même complices des réseaux, de certains réseaux internationaux, même des groupes armés avec lesquels ils collaborent pour pouvoir exploiter davantage le pays. Je pense que nous avons un problème d'amour pour notre pays. Et l'amour pour le pays, je pense que ceux qui doivent les démontrer de plus sont les policiers, sont les militaires, sont les politiciens. Et après, nous, la population, nous pouvons le regarder et dire que ceux-là, ils ont l'amour pour le pays, nous pouvons les suivre. Mais dans la plupart des cas, même ceux qui accèdent aux fonctions importantes dans notre pays, nous constatons que ce qui les préoccupe, c'est d'abord de s'enrichir personnellement. Alors que nous avons, à travers le monde, des exemples des hommes d'État qui ont travaillé pour leur pays, mais qui s'en sont sortis sans des fortunes colossales, parce que animés par ce désir de servir leur peuple, de pouvoir laisser une histoire glorieuse pour leur pays. Et aujourd'hui, le Congo a besoin de ces hommes et femmes désintéressés. Je ne dis pas qu'on ne doit pas être bien habillé, je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir une maison, je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir une belle voiture, mais je dis tout simplement que toutes ces choses doivent être les fruits normaux de notre travail et non pas les fruits de la corruption, des détournements des deniers publics. Et nous devons révolutionner la mentalité de notre peuple pour que ces histoires de pouvoir congratuler ceux qui volent, ceux qui détournent, ceux qui distribuent l'argent à la longueur des journées, nous devons nous départir de pareilles pratiques. D'ailleurs, si vous constatez une personnalité politique, militaire, de l'armée ou de la police qui distribue l'argent, il faut le dire, notamment à l'agence des luttes de prévention et des luttes contre la corruption, pour qu'on lui demande où est-ce que lui, il tire cet argent pour les distribuer aux gens. Est-ce que son salaire lui permet d'avoir autant d'argent? Vous avez des gens très riches dans l'armée, vous avez des gens très riches dans la police, vous avez des gens très riches en politique. On ne fait pas la politique pour s'enrichir, on fait la politique pour servir son peuple. Or, ici chez nous, tout le monde veut aller en politique parce que tout le monde voudrait avoir l'argent. Et c'est vraiment normal. Et le président Félix, il est en meilleure position aujourd'hui pour nous aider à renverser cette conception. Merci. Maître Jean-Claude, chers compatriotes, vous avez compris que nous sommes ensemble avec le président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Maître Jean-Claude Katende. Nous continuons avec notre entretien. Au niveau du Sénat, tout est bloqué. Les immunités de Matata Ponyo ne sont pas levées. Aujourd'hui, on peut dire que la justice est bloquée. Bref, la justice en RDC reste pour le paisible citoyen et non pour les hommes que moi je traite aujourd'hui de bourgeois. Ils sont des bourgeois et le peuple reste le vrai mendiant. Et au-delà de ça, l'IGF bloqué également. Bref, on ne peut que supprimer ce service. J'ai l'impression, c'est tout. Je ne pense pas que c'est tout. Comment ça? Je pense qu'il faut déplorer l'attitude des sénateurs qui se sont coalisés dans une solidarité négative pour protéger l'un d'entre eux. Mais cette protection, c'est pour combien de temps? Wow. C'est pour combien de temps? Je pense que ce qu'ils auraient dû faire,
parce que leur collègue a toujours dit que lui, il avait géré Bukanga Lonzo avec un leadership exemplaire et il ne se reproche de rien. On devait lui donner l'occasion d'aller se présenter devant la justice. Mais fort malheureusement, parce que nous savons qu'au niveau du Sénat, il y a plusieurs autres personnes qui ont aussi des dossiers auprès de l'IGF. C'est qu'ils ont coalisé pour dire si nous livrons M. Matata, cela risque de nous atteindre aussi. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que aujourd'hui ou demain, Matata se présentera devant son juge. Parce que... Dans quelles conditions? Non, mais vous savez, les affaires de l'État ne sont pas comme les affaires privées. Ce qui ne se règle pas aujourd'hui au niveau de l'État, ça se réglera demain. Et moi, je suis sûr, vous avez entendu que le procureur près la Cour générale, près la Cour constitutionnelle, a demandé à la Cour constitutionnelle d'interpréter l'article 107 pour voir si M. Matata peut être poursuivi en tant qu'ancien Premier ministre ou comme sénateur. Donc, les choses ne sont pas bloquées. Et il faut dire aussi que dans une année et demie, le mandat de M. Matata sera terminé et donc la justice va pouvoir le reprendre sans passer par aucune autre institution. Ce qui est aussi vrai, c'est que la justice doit travailler de telle sorte que les droits de tous les citoyens, tels que prescrits par la Constitution de notre pays, soient respectés. Il faut donner à M. Matata toutes les garanties constitutionnelles qu'il faut. S'il est fautif, il doit pouvoir répondre de ses actes, mais s'il est innocent, que cela ne soit pas une occasion pour qu'on lui règle le compte politiquement. Moi, je suis toujours d'avis que c'est quand on fait les choses dans la droiture, dans l'intégrité, qu'on arrive à construire une nation. Tout règlement des comptes, tout conflit politique qui se transformerait en conflit judiciaire finit toujours par se retourner contre ceux qui l'ont initié. Et il y a beaucoup d'exemples dans le monde, en Afrique, et qui démontrent que ces genres de pratiques ne payent jamais. Le genre de pratiques ne payent jamais. Et pourquoi vous êtes contre l'octroi de JIP aux députés nationaux? Or, j'ai suivi Daniel Sapou qui dit c'est dans leur privilège de travail, Maître Jean-Claude. D'abord, ce Parlement, il fait quel travail? Ah bon? En fait, moi, je me réalise chaque jour que les députés nationaux travaillent pour eux-mêmes. Chaque fois qu'ils ont intérêt pour une loi, qu'ils ont intérêt pour une position, ils travaillent. Mais quel est le travail de l'Assemblée ici qui est connu du peuple congolais? Donc, on doit être sérieux. Maintenant, la question que nous nous posons, le président de l'Assemblée nationale a été très clair sur cette question. Il a dit que ces JIP viendraient du président de la République et que le président de la République a pensé non seulement aux députés de l'Union sacrée, mais aussi les députés de l'opposition vont avoir les mêmes privilèges. Ouais. Ce matin, nous avons lu un communiqué du cabinet du président de l'Assemblée nationale qui cherche à démentir. Comme vous le savez, les actes de corruption s'accompagnent toujours du mensonge, qui cherchent à démentir pour dire que c'était leur dotation. Mais la question que nous nous posons, quand le président de l'Assemblée l'a dit, qui l'avait poussé à le dire? Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. C'est lui-même qui l'a dit de son propre chef. Et quand il citait le président de la République, il devait se rendre compte que cette affaire va créer des vagues. Mais il s'est quand même permis de le faire. Ce que je félicite chez M. Bonso, c'est qu'il a toujours été dans la vérité. Rappelez-vous l'affaire des députés impliqués dans les groupes armés. Ouais. Il avait dit, et son cabinet était venu pour démentir. Vous savez, le mensonge reste un mensonge. Quel que soit l'habillement qu'on peut lui donner, reste un mensonge. Je pense que M. Mbosso, il n'est pas politicien de ce matin. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui connaît ce qu'il dit.
Et donc, on ne peut pas accepter qu'un petit groupe de gens qui s'appellerait cabinet du président de l'Assemblée nationale monte un communiqué pour distraire le peuple, alors que c'est lui qui en avait parlé, a parlé de manière claire. Nous ne voyons pas de problème. Nous demandons tout simplement, si ces jeeps viennent du président de la République, que le président de la République nous dise d'où vient cet argent. Parce que l'argent de l'État vient du budget de l'État. Si le président doit donner des jeeps, ça doit passer par le gouvernement. Et le gouvernement doit avoir prévu ça dans les budgets de l'État. Ces jeeps n'émergent pas du budget de l'État. Et donc, en tant que citoyens, nous avons besoin de savoir où le président de la République a trouvé cet argent. Si c'est vraiment le président de la République qui a acheté ces jeeps, donc ça veut dire qu'au-delà du budget, il y a des individus qui gardent de l'argent, soit dans leur bureau, soit chez eux à la maison, l'argent de l'État. Vous voyez où la chose est grave. Donc, nous avons besoin, en tant que citoyens, nous n'avons rien contre le président de la République, nous n'avons rien contre les députés, mais nous voulons que certaines choses soient faites selon l'orthodoxie. C'est l'argent des Congolais. Alors, si une grande partie des Congolais est en train de serrer la ceinture et qu'il y ait quelque part d'autres Congolais qui s'amusent avec l'argent de l'État, tout simplement parce qu'ils occupent des postes de responsabilité, je pense que c'est totalement inacceptable. Nous ne l'accepterons pas. À l'époque de M. Kabila, nous avons critiqué ces pratiques. Et ce qui est malheureux, c'est que... Oui, et ce qui est malheureux, c'est que des gens utilisent même cette mauvaise pratique-là du temps du président Kabila pour dire, mais à l'époque, ils avaient eu des jeeps. Mais c'est toujours une mauvaise pratique. Et si nous voulons que le Congo se redresse, nous devons mettre fin à toutes ces pratiques, qu'elles viennent du président de la République, qu'elles viennent du président de l'Assemblée nationale ou de notre Congolais. Il y a des lois qui encadrent les dépenses de l'État et ces lois, on doit pouvoir les respecter. Et c'est nous les citoyens, parce que nous avons mis ces personnalités là où elles sont, c'est nous les citoyens qui devons les suivre. Et je le dis encore, quel que soit le pays où tu peux aller, les hommes politiques débordent toujours s'ils ne sont pas surveillés par leur peuple. Et le peuple surveille, n'est-ce pas, les hommes politiques à partir des élections. Et c'est en ce moment-là que le peuple prend son marteau pour sanctionner positivement ceux qui ont bien travaillé et négativement pour ceux qui ont mal travaillé. Jusqu'aujourd'hui, savez-vous que le peuple congolais est vraiment pillé, Maître Jean-Claude? Mais vous ne pouvez pas me le dire. Moi-même, je travaille dans le cadre des ressources naturelles. Je travaille dans le cadre des ressources naturelles. Est-ce que vous savez pourquoi, à l'époque, le gouvernement de Kabila avait rompu le contrat, n'est-ce pas, entre la Gécamine et First Quantum? L'investisseur voulait payer tous les impôts au trésor public. Et les autorités de l'époque voulaient que cet argent leur soit donné. Et c'est comme ça que l'affaire est partie. Vous vous rendez compte que les bons investisseurs qui ont le souci de faire entrer l'argent dans la caisse de l'État auront leur contrat, mais on va chercher des investisseurs malhonnêtes qui payent entre les mains des individus. Donc, ce monsieur-là voulait faire concrètement quoi, Maître Jean-Claude? Non, mais c'est en fait un contrat entre First Quantum et la Gécamine. C'était pour l'exploitation des mines dans l'ancienne province du Katanga. Je donne cet exemple pour vous montrer comment le peuple congolais est pillé. En ce moment ici, il y a des politiciens qui montent des petites entreprises, des petites coopératives au Lualaba, au Katanga, seulement pour avoir accès aux mines et l'exploiter de manière malhonnête. Je pense personnellement que le peuple congolais est pillé à tous les niveaux. Aujourd'hui, nous payons les GOPAS, les taxes aéroportuaires. Ça fait des années. Mais vous regardez l'état de nos aéroports, c'est un pillage. Et aujourd'hui, on a mis en place les rames. Et pour nous distraire, on nous dit qu'on va placer
des Wi-Fi, bornes d'Internet, partout. un magasin, partout. Mais ça, ce sont des choses auxquelles nous avons accès facilement. Nous avons accès facilement. On souhaiterait que nous puissions savoir comment cet argent est géré et que cet argent serve effectivement au redressement du pays. Je suis personnellement contre l'enrichissement personnel des hommes politiques, l'enrichissement personnel de certains mandataires de l'État qui profitent de la position qu'ils occupent pour pouvoir piller le peuple et piller le pays. C'est vraiment immoral faire ce genre de choses. L'homme politique qui veut faire les affaires, il n'a qu'à démissionner et aller dans les affaires. C'est là où on s'enrichit. Le mandataire qui veut faire des affaires et devenir millionnaire, il n'a qu'à démissionner et aller dans les affaires. Et s'il a de la richesse dans les affaires, personne ne lui fera de problème. Mais nous n'allons pas permettre que des individus, parce qu'ils ont été élus, parce qu'ils ont été nommés à tel poste de responsabilité, deviennent les patrons du Congo. Les patrons du Congo, c'est le peuple congolais. La dernière préoccupation, mais le peuple congolais est également pillé dans certaines lois portant protection des tels, certaines lois portant protection des tels. Aujourd'hui, Joseph Kabila vous touche 670 à 80 000 dollars le mois en tant qu'ancien chef d'État élu. Un retraité qui est mieux payé que les gens qui travaillent au quotidien. Un retraité qui a un autre salaire au niveau du Sénat. Il y a des anciens membres du gouvernement Chibala qui touchent encore de l'argent au compte public de l'État. Tout ça, vous ne voyez pas que c'est du pillage? Je pense que la République démocratique du Congo, c'est un pays en chantier. Et le président de la République et son gouvernement ne peuvent pas tout faire et au même moment. Ouais. Voyez-vous? Ils ne peuvent pas mettre la tête en tout et partout. Tout ce que nous leur demandons par rapport à ce genre de choses, c'est de pouvoir poser les principes pour que l'argent du Congo profite à un grand nombre de personnes. Je me demande, après avoir passé 18 ans à la tête du pays, si réellement le président Kabila a besoin de cet argent. C'est tout simplement de l'égoïsme. C'est tout simplement de l'égoïsme. Donc, personnellement, quand je vois les fermes que le président Kabila a, quand je vois les affaires qu'il a, pourquoi il ne renoncerait pas de lui-même à ces 600 000 dollars qu'on lui paye mensuellement au moment où une grande partie de la population manque de quoi manger? Déplorable. Merci, chers compatriotes, merci beaucoup. Vous avez suivi cet entretien avec beaucoup d'attention soutenue. Je vous en remercie. Je vous promets que prochainement, nous reviendrons bien sûr auprès de Maître Jean-Claude Katene avec d'autres questions d'actualité. Et il sera toujours là pour vous édifier comme c'est un combat qu'il mène matin, midi, soir en République démocratique du Congo. Acceptez que je vous dise au revoir et à très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.